C'était la météo sur France 3, avec la station Les Contamines Montjoie. Bonsoir à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. En Savoie, une cinquantaine d'adolescentes étaient victimes d'une intoxication probablement alimentaire. Cela peut être aussi un virus. Ces jeunes originaires de Bretagne et de Champagne sont en vacances dans un centre de la Toussuire. 5 d'entre eux ont dû être hospitalisés. Une enquête est en cours. Alors que le froid est arrivé, nous ferons un point sur l'hébergement d'urgence. En Isère, une cinquantaine de places financées n'ont pas de lieu d'accueil, alors que plusieurs centaines de personnes vivent dans la rue. Un SDF est mort en début de semaine à Grenoble. L'abri dans lequel il était a pris feu. Enfin, nous irons à Valseny pour revivre la dernière étape de la Grande Odyssée. Une course remportée par le Français Rémi Coste. Le musher savoyard s'est imposé devant le Suédois Jimmy Peterson et Jean-Philippe Pontier. Il y avait 10 étapes au total, 1000 km à parcourir pour les mushers et leurs chiens, entre les paysages de Savoie et de Haute-Savoie. Juste après ce journal, vous avez rendez-vous avec l'édition nationale dont voici les principaux titres. Et des mois de négociations pour rien. La FNAC n'est pas prête d'ouvrir ses magasins le dimanche. 3 syndicats majoritaires mettent leur veto au texte validé par la CFTC, la CFDT et la CGC. L'accord garantissait le volontariat et de fortes compensations financières. Et puis des questions autour des mini-jouets contenus dans les œufs Kinder. Une fillette est décédée ce week-end à Toulouse. Elle est morte étouffée après avoir avalé une petite pièce qui s'était détachée. Une enquête a été ouverte. Le calme est revenu à l'Edelweiss. Ce centre de vacances de la Toussuire a connu un épisode cauchemardesque entre lundi et mardi. 50 des 120 adolescents venus en classe de neige sont tombés malades de manière inexpliquée. Florine Heba, Jean-Pierre Rivet. Ce matin à l'Edelweiss, tout le monde était sur pied, ou presque. Sur les 50 jeunes plus ou moins indisposés, 5 ont été emmenés à l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne la nuit dernière, par mesure de précaution. Leur état n'inspire plus vraiment d'inquiétude, mais ils resteront en observation encore quelques heures. On les a rencontrés ce matin, tous les 5. Tous les 5, oui. Ils étaient salés, ils étaient en forme. Normalement, ils devaient sortir ce soir, mais étant donné qu'un a encore eu une diarrhée, les médecins ont préféré prendre des précautions Oui. et les garder encore ce soir. Mais ils allaient très bien, ils étaient en forme, pas de souci. Donc vous les récupérez quand ? Normalement le matin. Oui. Voilà. Plus de peur que de mal pour la centaine d'adolescents venus de Bretagne et de Champagne. Pour l'heure, impossible de connaître l'origine de la contamination. S'agit-il d'un virus ou d'une intoxication alimentaire ? Des prélèvements d'eau et d'aliments ont été faits par la gendarmerie et mis sous scellé pour analyse. Les enfants ont tous mangé des produits surgelés qui ont été livrés par des fournisseurs agréés. Donc nous, ça a été réchauffé. On a juste un petit souci, c'est parce qu'il y a 2 groupes différents. Ils ont mangé 2 choses différentes. Et il y a eu des malades sur les 2 groupes, ce qui est relativement étonnant. Mais l'ARS s'est saisie de l'affaire. Donc, moi, je ne peux pas vous donner plus d'informations. Ce sont vraiment les spécialistes qui nous renseigneront après. En attendant les nouvelles directives de l'Agence régionale de santé, les repas du jour ont été quelque peu modifiés. Retour à la normale dès demain midi. Quant aux adolescents, ils termineront leur classe de neige samedi matin, comme prévu initialement. Les résultats des analyses sont attendus lundi prochain. Cette information à lire sur notre site internet France 3 Alpes. En Isère, une femme de 93 ans est morte ce matin. Elle a été découverte dans son lit électrique médicalisé qui aurait pris feu et déclenché l'incendie de son appartement situé à Fontaine, près de Grenoble. Une enquête a été ouverte. Plus de détails sur notre site alpes.france3.fr. L'accès à la station des Deux Alpes était un peu plus compliqué que d'habitude aujourd'hui en raison d'un éboulement survenu sur la RD 1091 à hauteur du Fresnay-d'Oisans, quelques kilomètres avant le tunnel du Chambon. La route a dû être coupée dans les 2 sens. Reportage Cédric Picot avec Didier Albrand. L'obstacle est infranchissable. 20 mètres cubes de roches se sont détachés de la paroi en emportant les filets de protection. Les pierres ont fini leur course sur la route. La départementale 1091, c'est la principale voie d'accès aux Deux Alpes. Le tronçon est resté fermé toute la journée. Les automobilistes ont dû se replier sur la route des Travers, un tracé escarpé interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Autre solution pour gagner les hauteurs, le télécabine de Venosque. La remontée mécanique était exceptionnellement gratuite. Du coup, tout le monde, ou presque, a pu rejoindre la station aujourd'hui.
Les seuls problèmes qu'on a pu rencontrer, ça a été les livraisons sur la station, qui n'ont pas pu être faites par les camions, mais sinon, tous les skieurs qui voulaient monter ont pu monter au ski et toutes les personnes qui sont arrivées avec le bus régulier de Grenoble ont pu monter par la télécabine de Venosque. Cet après-midi, la paroi qui surplombe la départementale 1091 a été purgée. Des filets de protection vont être remis en place. La réouverture de la route est prévue dans la journée de demain. L'accès principal à la station des Deux Alpes devrait donc être assuré pour les fortes affluences du week-end. En Haute-Savoie, la rivière Le Thioux à Crangebrier a été victime hier d'une pollution aux hydrocarbures au niveau des anciennes papeteries. L'origine de la pollution n'a pas été déterminée. Elle s'étend sur près d'1 kilomètre et elle est visible à l'œil nu à la surface de l'eau. Des barrages flottants ont dû être installés. L'enquête a été prise en charge par l'Office national des eaux et milieux aquatiques ainsi que par la police. Un SDF est mort il y a 2 jours dans l'incendie de son abri à Grenoble. Un drame qui pose la question de l'hébergement d'urgence, notamment durant l'hiver. Malgré un effort supplémentaire de l'État, les places manquent toujours. En Isère, une 50aine de places financées n'ont pas de lieu d'accueil. Xavier Schmitt, Vincent Abran. Il avait bricolé un abri de fortune dans les fortifications. Il est mort sans doute asphyxié à cause du feu qu'il avait allumé. Les pompiers ont retrouvé son corps en partie carbonisé. L'homme âgé de 40 ans était né à Grenoble. En hiver, les situations de détresse sont d'autant plus aiguës pour les personnes qui vivent dans la rue. Le centre d'accueil intercommunal de Grenoble est l'un des 7 sites de l'hébergement d'urgence en Isère. Léa, 19 ans, s'est retrouvée 2 mois sans domicile après une séparation. On trouve différents endroits et puis on bouge, quoi. On essaye de se mettre au chaud, d'être, on va dire, en sécurité. Voilà. Dans ses démêlés avec le droit d'asile, ce père de famille a vécu lui aussi dans la rue. J'attends presque 15 jours dans la rue. Avec toute la famille? Avec toute la famille, oui. Dans ce moment, j'ai 4 enfants parce que le petit il est né ici dans le centre. L'hébergement d'urgence est une compétence de l'État qui le délègue aux associations et aux services sociaux des communes. En Isère, 1 millier de places sont financées, 300 de plus en hiver. Mais les capacités d'accueil restent insuffisantes. Dans un certain nombre de cas, on voit que les situations sont embolisées, bloquées, qu'on n'arrive pas à les faire aboutir. Et de fait, on bloque toute la chaîne de l'urgence et pour répondre aux cas de détresse qu'on rencontre en permanence. Selon les acteurs sociaux, 700 à 900 personnes recensées vivent dans la rue en Isère. À un moment donné, il ne faut pas uniquement que ce soit une seule initiative, il faut que ce soit quelque chose de concentré, de généralisé au niveau de l'intercommunalité, si on veut vraiment résorber la misère et les problématiques qui vont avec. En cas de grand froid, un hébergement supplémentaire est prévu dans des grandes salles ou des gymnases. 5 communes se sont portées volontaires. Les suites des émeutes de Moiran en Isère, une nouvelle interpellation s'est déroulée ce matin. Au total, donc, 18 personnes ont été arrêtées, 7 suspects ont été mis en examen pour dégradation en réunion et incendie. Le point avec Joël Serroni. C'était le 20 octobre dernier, les rues de Moiran, théâtre de scène d'une véritable guérilla urbaine. 3 mois tout juste après ces événements qui avaient profondément marqué l'opinion par leur violence, l'enquête avance et les interpellations se succèdent. Une opération d'envergure lancée lundi matin avait permis d'interpeller 15 suspects. 300 gendarmes déployés, 3 juges dédiés. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, s'était rendu sur place pour féliciter les forces de l'ordre et affirmer la présence de l'État face aux accusations de laxisme. 7 des 15 personnes interpellées ont été mises en examen hier et placées sous contrôle judiciaire. Une autre entendue comme témoin assisté, alors que 2 nouveaux suspects recherchés se sont présentés aux gendarmes. Ce matin, les forces de l'ordre ont procédé à une nouvelle interpellation, celle d'un adolescent de Moiran ne résidant pas dans le camp des gens du voyage sédentarisés. Sur les 10 personnes qui restaient à auditionner aujourd'hui, 7 l'ont été. 4 d'entre elles ont pour l'heure été mises en examen. Et on poursuit avec l'inquiétude des salariés de Carbone Savoie. Ils ont manifesté plusieurs heures aujourd'hui sur la RN 90, non loin de leur usine. Ils craignent pour leur avenir. Cette filiale de Rio Tinto devrait être cédée à une holding française, mais aucune précision n'a été donnée concernant le maintien d'activité et les emplois. Cédric Lepoitvin avec Frédéric Pasquette. Une opération coup de poing en signe de contestation. Les salariés de Carbone Savoie investissent la RN 90 dans le sens Albertville-Moutier après avoir repoussé le barrage de la gendarmerie. Rapidement, la 2 fois 2 voies s'engorge et le trafic est interrompu. L'unique façon, selon l'intersyndicale, de se faire entendre auprès de sa direction.
On a contacté la direction là, par téléphone pour demander au PDG qui nous reçoivent, pour représenter nos revendications, bien sûr, et puis que nos revendications soient entendues. Et on ne lâchera pas, ça c'est sûr. Plus tôt ce matin, une assemblée générale était organisée devant les portes de l'usine de Notre-Dame de Briançon, à laquelle s'est jointe une quarantaine de salariés du site de Vénissieux dans le Rhône. Des salariés inquiets car la maison mère Rio Tinto est sur le point de céder sa filiale à la holding industrielle française Alandia. Un rachat dont les conditions restent floues selon les syndicats quant au maintien des effectifs au projet industriel d'Alandia et à ses investissements. Aujourd'hui, on veut avoir des garanties, notamment le business plan du repreneur, pour avoir les montants des investissements qui permettront non seulement Carbone Savoie de maintenir son outil de travail, mais également de le développer et de fait de se positionner de manière optimum par rapport aux principaux concurrents que nous avons. Après 2 heures d'occupation de la route nationale et quelques vifs échanges avec les automobilistes bloqués, les 3 syndicalistes reviennent eux de leur entretien avec la direction qui campe sur ses positions. Aucune satisfaction sur aucune revendication, que ce soit en termes de garantie sur l'emploi, que ce soit en termes d'investissement ou que ce soit sur la prime de cession que tout le monde réclame. Le blocus se lève enfin. Cet après-midi, les salariés n'ont pas obtenu plus de réponses en rencontrant leur PDG. Ils entendent alors mener de nouvelles actions à la veille des vacances scolaires. Le réseau des tramways a été perturbé sur Grenoble et son agglomération en raison d'une collision entre un camion et un tram. L'accident s'est passé à JR, au niveau de la gare. C'est à 16h20 que l'accident s'est produit à proximité de l'arrêt Maillançin. Un camion qui sortait d'un parking est rentré dans le tram. Du coup, la rame est sortie des rails. Notre sujet grande région nous emmène ce soir en Auvergne, à l'aéroport de Clermont-Ferrand, un lieu bien choisi pour suivre des formations en aéronautique. Ce campus a été inauguré en septembre 2014 et cherche à attirer des jeunes, d'autant que le secteur se porte plutôt bien. Reportage Jérôme Doumingue, Arthur John. Vous avez combien ? 100 tonnes. Moi je suis à 175 là. 175, oui. En bleu de travail, stylo en main, cet élève en BTS est l'un des 15 retenus sur les 900 candidats qui avaient postulé. Sa foi dans le métier qu'il apprend est d'une sincérité débordante. On intègre ce domaine-là que par pure passion. C'est ça qui fait que nous, on soit là, c'est notre motivation, c'est notre envie d'être aux côtés des avions, de pouvoir toucher les avions, manipuler les avions. C'est ça qui fait que, voilà, on est là. Le BTS aéronautique est le plus prisé par les candidats. Il faut dire que le lieu d'apprentissage donne des ailes. Sur le plateau technique, un Mirage 3, un Cessna et un hélicoptère Alouette. Néanmoins, les métiers de l'usinage, de la chaudronnerie et du soudage restent encore et toujours pour les élèves les oubliés de la formation. Ce sont surtout des métiers peu connus et qu'on ne raccorde pas forcément tout le temps au métier de l'aéronautique. C'est un handicap, oui, parce qu'il faut qu'ils sachent déjà que ces métiers-là apparaissent dans le secteur aéro et que l'on a des besoins criants et des besoins également locaux. Formation pratique et théorique. Parce que là, tu m'as écrit quoi ? La batterie avec une sortie. Eh ben oui, regarde. Soutenue par des entreprises aéronautiques pour que cet apprentissage colle au plus près des besoins du secteur. On travaille énormément avec les entreprises qui interviennent en tant que sous-traitants pour des donneurs d'ordre ou des entreprises aéronautiques de rang 1. Et ces entreprises-là ont énormément de besoins et nos élèves finissent majoritairement dans ces structures. En 2015, le secteur a recruté en France 15 000 personnes. Maxime, comme les autres, diplôme en poche, seront sans nul doute les prochains sur la liste. Je fais BTS aéronautique déjà pour avoir des bases en aéronautique. Puis après, j'aimerais bien peut-être me destiner plus à la 3D, modélisation 3D, des équipements. Pour, comme par exemple, on peut voir comme utilisation des logiciels CATIA ou SolidWorks, par exemple chez Dassault ou chez Airbus. Du CAP à Bac+8, le campus aéronautique Auvergne accueille 500 élèves et étudiants. L'Auvergne figure parmi les 5 régions aéronautiques de France, avec ses 350 entreprises et 30 000 emplois liés à l'activité. Troisième et dernier volet de notre série hebdomadaire sur l'eau des Alpes. Aujourd'hui, nous allons voir comment cette eau acquiert ses précieuses qualités minérales qui la rendent à la fois bonne pour la santé des consommateurs et précieuse pour l'économie de la région où elle coule. Explication à Thonon en Haute-Savoie de Denis Vigneaud-Duguet et Jean-Pierre Rivet. Plus finement minéralisé pour s'approcher de la pureté. Une bouteille d'eau minérale fruit d'un passé géologique extraordinaire. C'est ici que tout a commencé, il y a près de 15 000 ans, lors du retrait du glacier du Rhône. Au fur et à mesure de ces allées et venues,
il a déposé des matériaux qui aujourd'hui constituent le paysage que vous avez entre la montagne derrière nous et le lac que l'on a devant nous. Ce paysage, c'est un filtre purificateur et minéralisateur pour toutes les eaux de pluie et les eaux de fonte qui tombent sur ce territoire. Venue du ciel, l'eau va mettre entre 3 et 4 ans pour aller du mont d'Hermone aux rives du Léman en traversant des couches géologiques qui vont la rendre si précieuse. Déjà dans l'Antiquité, les Romains apprécient ses qualités et en 1864, elle est reconnue d'intérêt public. Depuis 50 ans, la source est captée puis mise en bouteille à Thonon. L'eau de la source, c'est la même que vous avez dans la bouteille. Zéro traitement, pas de filtration, pas de... Heureusement, autrement on ne serait pas des minéraliers. On est dans les eaux à moins de 500 mg par litre de minéraux, avec un équilibre minéral qui est pas dire parfait, mais qui est très très intéressant pour l'ensemble de la famille. Dès l'origine, la marque s'appuie sur la beauté du site pour transmettre une image de pureté et de longévité. Il faut que le consommateur s'identifie au produit. Depuis sa création, Thonon a beaucoup joué sur son origine et dans la plupart des publicités, même quand on regarde les anciens films, on s'aperçoit que la région est très très présente, les belles montagnes qui sont l'arrière-pays de Thonon et donc on est en plein cœur de cette nature vierge et préservée. Quand on aime la nature, quand on la respecte, la nature finit toujours par nous le rendre. Au-delà de la nature dont elle s'inspire et qu'elle glorifie, l'eau de Thonon devient aussi très vite une source précieuse pour la commune dont elle porte le nom. À partir des années 1880, donc avec l'avènement de la déclaration d'utilité publique de l'eau de Thonon, se sont construits les thermes et puis les premiers soins thermaux autour de cette eau minérale, donc qui est désormais un bienfait, porteuse de santé. Et donc depuis cette époque-là, la ville balnéaire s'est construite autour de ces thermes et de l'eau de Thonon. En 1963, cette dame de Haute-Savoie reçoit le label d'eau minérale naturelle. Elle devient ainsi l'une des plus jeunes eaux minérales françaises et ses bienfaits transforment même petit à petit la nature qui lui sert de berceau. Les décharges forcément sont interdites, il y a énormément de cellules de triage installées partout, les porcheries ont été démontées. Et puis en second lieu, la qualité de l'eau du Léman en lui-même. Qui a vraiment progressé. Aujourd'hui, on est avec une surface d'eau qui est quand même la plus grande en volume d'Europe occidentale et qui est quasi potable aujourd'hui. Chaque jour, près du parc thermal de l'Aversoix, ils sont des dizaines à venir recueillir cette eau qui coule de source. Certains utilisent la feuille d'eau de la Fondation Daniel Mitterrand. Cette bouteille dessinée par un célèbre designer et qui véhicule un message destiné à sensibiliser le monde entier sur cet inestimable cadeau de la nature. Vous l'avez peut-être suivi en direct sur France 3 Alpes, l'arrivée de la grande Odyssée cet après-midi à Termignon. Les Mushers et leurs chiens de traîneau ont terminé cette grande course entre Savoie et Haute-Savoie. 10 étapes au total sur environ 1000 km. Et à noter la victoire cette année du Savoyard Rémi Coste. Retour sur cette très belle journée avec Maxence Regnault. Salut à tous et bienvenue dans l'enfer blanc de la Grande Odyssée. On va vous faire revivre cette course exceptionnelle, 2 semaines de neige, de montagne. Et pour commencer, retour à ce matin, à un départ en inside avec l'un des mushers. Regardez. Elle, je peux compter sur elle tout le temps. C'est une vraie direction assistée, quoi. Je dis un ordre, ça Tous les matins, c'est le même rituel. Avant chaque départ, Benoît, comme tout musher, choisit ses chiens du jour. C'est très très stratégique par rapport aux distances, quoi, par rapport aux distances, au dénivelé, et puis les chiens commencent à fatiguer. L'autre gros travail, c'est évidemment le traîneau. Avec ses handlers, ses hommes de main, Benoît vérifie que tout est prêt pour le départ. On farte le traîneau tous les matins par rapport à la température de la neige, et puis on vérifie plein de choses. On met le matériel obligatoire dans le traîneau, faut rien oublier, quoi. Briefing musher, s'il vous plaît, briefing musher. Vous allez passer sous la route au niveau des maisons, c'est à peu près au kilomètre 30. Dernier briefing, derniers instants de cette grande odyssée. Dans à peine 60 km, l'aventure prendra fin pour Benoît. Ça fait quelque chose, ouais, de toute cette préparation avant et puis ces 10 jours passés sur la course qui ont été formidables. Ouais, ça fait un petit pincement, mais content de terminer, content de terminer les 10 jours et à cette place, j'espère que je vais garder ma 4e place. Pour ça,
il faudra faire un quasi sans faute, du départ jusqu'à l'arrivée de cette grande odyssée. Benoît Vérin a confirmé sa 4e place, mais moi maintenant je suis avec le vainqueur de cette grande odyssée, Rémi Coste. Félicitations, bonjour. Merci, bonjour. On a senti une émotion énorme avec votre famille qui vous a entouré à l'arrivée. Ouais, ça fait 4 ans que j'ai commencé la compétition en chien de traîneau. Et toutes les années, j'ai appris petit à petit. On a gravi les échelons petit à petit. Moi, les chiens et puis la famille, parce que sans la famille, on ne fait pas grand-chose. Hein. On a 27 chiens à la maison, il faut s'en occuper, il faut les entraîner, il faut les éduquer. Et ça, je ne peux pas le faire tout seul. Cet apprentissage, justement, c'est certainement ce qui vous a aidé à remporter cette édition 2016 ? Ouais, on a mis les pierres les unes au-dessus des autres jusqu'à arriver au sommet. Et maintenant, c'est quoi l'avenir pour Rémi Coste après cette victoire, après cet objectif qui est maintenant atteint ? Il y a d'autres objectifs ? J'ai encore 2-3 objectifs cette année de course à étapes. Et puis on pense déjà à l'année prochaine avec des petites améliorations pour être encore plus performant. Avant de penser à l'année prochaine, on va revenir sur les grands moments de cette édition 2016 en musique et en images. Regardez. Tout a commencé sans la neige. Laure Blanc s'est désisté, conséquence, un prologue annulé et des conditions particulières pour une course de chien de traîneau. Le grand moment de cette édition, c'était évidemment le bivouac. Une nuit à dormir au froid avec les chiens. Côté course, la lutte a longtemps été serrée entre Rémi Coste et Jiří Vondrak, mais faute à un problème animal, le Tchèque a dû abandonner. Après 4 échecs, Rémi Coste s'impose donc et devient le 2e Français à remporter la Grande Odyssée. Voilà, c'est la fin de cette édition de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Moi, je vais rester un petit peu encore avec Crevette. Et nous, on vous dit à l'année prochaine. À très vite. Ciao. Un hommage à un grand artiste que l'on connaît bien dans la région, le cinéaste Ettore Scola est mort hier à Rome à 84 ans. Il a notamment réalisé le film Une journée particulière ou encore Nous nous sommes tant aimés. Ettore Scola est venu plusieurs fois au Festival du film italien d'Annecy dont il était le président d'honneur depuis 1997. Le réalisateur était aussi citoyen d'honneur d'Annecy. Il était venu l'année dernière en Haute-Savoie pour défendre le festival. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle l'une des principales informations. En Savoie, une 50aine d'adolescentes étaient victimes d'une intoxication probablement alimentaire. Cela peut être aussi un virus. Ces jeunes originaires de Bretagne et de Champagne sont en vacances dans un centre de la Toussuire. 5 d'entre eux ont dû être hospitalisés. Leur état n'inspire pas d'inquiétude. Une enquête est en cours pour connaître l'origine de cette mystérieuse intoxication. C'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur les sites alpe.france3.fr. Demain à midi, vous retrouverez Jean-Christophe Solari. Passez une très belle soirée.